la question du jour, c'est et si la science-fiction avait raison? Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est à qui on la pose. Si je vois beaucoup de jeunes dans la salle, j'imagine que vous avez des parents, sinon vous ne seriez pas là. Si vous leur posez cette question-là, j'imagine ils vont se dire, mais quand j'étais petit, etc., ils vont essayer de comparer leur vision du futur quand ils étaient petits et la vision qu'ils ont aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a souvent une espèce de frustration. Il ressemble à ça, les quarantenaires, ceux qui ont plus de 40 ans. Et pourquoi ils sont frustrés quand on leur parle de science-fiction et de réalisation de la science-fiction? C'est parce que quand ils étaient petits, ils ont été biberonnés à la science-fiction des années 70. Donc ils imaginaient qu'ils avaient beaucoup d'espoir sur l'an 2000. Ils imaginaient qu'on aurait des voitures volantes et qu'on aurait une armée de robots qui nous aiderait au quotidien. Ça, c'est ce qu'ils pensaient. Alors moi, j'ai plus de 40 ans, et donc je connais cette frustration. Je connais cette frustration parce que, alors tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que l'innovation, c'est mettre en relation des choses qui n'ont rien à voir. Eh bien, mes parents étaient très innovants parce qu'ils m'ont transformé en télécommande. Alors j'avais mon père qui était assis sur le canapé. Alice, tu peux mettre la une? Non, Alice, tu peux aller baisser le son? J'étais tranquillement en train de regarder, de lire mon petit Isaac Asimov, et il me disait, Alice, hey, j'étais de l'autre côté de la maison, hein. Tu peux changer de chaîne? Là, ça m'énerve ce qu'il y a à la télé. Donc j'étais devenu une télécommande. Donc moi j'avais une espèce d'espoir fou du futur, où justement la technologie allait régler un peu nos vies, un peu ce que disait Stéphane tout à l'heure, que la science-fiction, ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est qu'elle nous prépare à notre vie de demain, à la société de demain. Donc j'avais fol espoir dans cette science-fiction pour que justement, eh bien, j'arrête de devenir une télécommande et que justement on puisse avoir ces fameux robots qui eux pourraient faire la vaisselle à ma place, hein, comme C3PO et R2D2, qui pourraient devenir télécommandes justement. Le matin j'allais à l'école, moi je suis né au Cameroun, je faisais des kilomètres à pied tous les matins pour aller à l'école. Si j'avais un téléporteur comme dans Star Trek qui pourrait m'emmener directement à l'école, ce serait pas fabuleux ça, hein? Et si on pouvait téléporter le savoir directement de la tête du prof à la tête de l'enfant, oh, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Et on n'a pas de voiture volante, on est en 2014, on n'a pas de voiture volante, mais je me satisferais déjà bien d'une moto laser. Ce serait quand même assez sympa, hein, avec le périphérique limité à 70. La moto laser, ça serait quand même plutôt génial. Donc on a une folle espoir dans les années 2000. On se disait que c'était génial, c'est formidable, on allait avoir des choses formidables. Et on est en 2014, et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une civilisation qui est accro à son téléphone portable, qui passe son temps à se faire des selfies pour les balancer, pour avoir des likes et pour pécho sur Facebook et sur Twitter. Ça, la science-fiction n'avait pas du tout imaginé. Hein. Pourtant, ça fait partie de notre quotidien. Ce qu'elle n'avait pas imaginé du tout, la science-fiction aussi, c'était que, eh bien, le comble du smart, ce serait d'avoir une espèce de boîte à pizza pour téléphoner. Et oui, c'est la grande tendance aujourd'hui. Hein. Là, il n'y a aucun auteur de science-fiction qui avait imaginé que les téléphones qu'on téléphonerait avec des cabines téléphoniques collées sur l'oreille. Incroyable. Donc là, la réalité n'est pas souvent la fiction. Donc on comprend la frustration des quarantenaires, biberonnés à la science-fiction, parce que quelque part on leur a spolié un peu leur enfance. Hein. Ils s'imaginaient que la vie allait changer, et on n'a que des petits gadgets pour faire du Angry Bird et du Fruit Ninja. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Parce que si on regarde un petit peu en détail, ils se trompent complètement. En fait, quelque part, on a dépassé, mais de façon considérable, tous les rêves des Asimov et de tous ceux qui faisaient de l'anticipation dans les années 50 à 60, 70. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui, c'est qu'on a non seulement rattrapé, mais on a même dépassé tout ce qu'on imaginait en science-fiction, sauf que le problème, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est là, sous nos yeux, tous les jours, et on ne s'en rend pas compte. Alors on va commencer par la robotique. La robotique, on imaginait qu'on aurait le fameux C3PO et le R2D2 hein, qui ferait la vaisselle à ma place et qui allait changer la chaîne de chaîne de télé pour mon papa. Et non, on a des millions de robots, on ne les voit pas, hein, ces millions de robots qui fabriquent nos voitures, qui sont dans des environnements extrêmement hostiles où l'homme ne peut pas aller, où il se ferait du mal, qui portent des charges extrêmement lourdes aussi. Hein. Donc les robots, aujourd'hui, remplacent les êtres humains. Ça se fait aujourd'hui. Il y a 2 millions de ces robots industriels qui existent aujourd'hui. 2 millions. C'est plus que la population, entre 2 et 3 millions, même selon l'estimation d'un cabinet allemand. Il faut toujours citer ses sources, surtout quand on fait les journalistes. Entre 2 et 3 millions de robots industriels aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les 2 dernières années, eh bien, on a quasiment, la croissance est quasiment de 100%. C'est une grosse tendance en ce moment, sauf que on ne les voit pas tous les jours, ces robots. Donc, en ce qui n'existe pas, ils sont bien là.
En plus, ces robots, aujourd'hui, sont devenus d'une habileté extrême. Alors, j'adore celui-ci. Parce que, vous savez, le petit scarabée dans Karate Kid, qui était capable de rattraper comme ça une mouche avec ses baguettes baguettes à manger, et bien là, regardez, en quelques millisecondes, on est obligé de le mettre au ralenti pour voir qu'il arrive à rattraper un téléphone portable sur la tranche. C'est incroyable, à vitesse réelle, on se dit, même un être humain ne peut pas faire ça. Un robot encore plus malin, qui lui est capable de gagner n'importe quel concours de fléchettes, très utile. Très utile, mais ça montre aujourd'hui, c'est pas simplement des automatismes et des mécanismes, il y a quand même un petit peu de savoir-faire, de doigté, d'extérité dans ces appareils. Il y a tellement d'extérité dans ces appareils que Foxconn, alors vous connaissez peut-être pas Foxconn, mais Foxconn c'est l'entreprise, c'est le plus gros sous-traitant du monde, grosso modo, il fabrique pour quasiment tous les fabricants, pour tous les sociétés d'électronique grand public, Apple, l'iPhone par exemple est fabriqué par Foxconn, et les appareils HP sont fabriqués par Foxconn. Eh bien, depuis 3 ans, il a remplacé 500 000 de ses 1,2 million d'ouvriers par quoi? Par des robots. Alors, on ne va pas rentrer dans les considérations sociales, hein, et les motivations qui lui ont, parce que vous avez entendu l'histoire de suicide, etc., les conditions de vie des ouvriers dans les usines, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les robots remplacent déjà les humains, alors qu'on pensait que ça n'existait pas. La voiture. Il y a des jeunes dans la salle, mais vous connaissez tous K2000. Hein? Vous connaissez K2000 avec Michael Knight, un chevalier solitaire. On se dit c'est de la science-fiction, c'est dans les années 70, 80, etc. Mais aujourd'hui, regardez, on a déjà, ça c'est des choses qui existent aujourd'hui, Volkswagen, et beaucoup de constructeurs, même des constructeurs français, proposent un système d'assistance au parking, c'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton, vous sortez de votre voiture, enfin, il conseille de rester dedans quand même, et il fait le créneau tout seul. Nissan a même annoncé, présenté un système encore plus bluffant, ça veut dire que le scénario classique, on va faire ses courses, où il y a un parking immense avec des milliards de places, alors on a sa petite application sur son téléphone pour savoir où est garée sa voiture, mais non, là c'est encore plus fort, j'appuie sur un bouton, et qu'est-ce qui se passe? La voiture va chercher toute seule une place de parking, je vais faire mes courses, quand je reviens j'appuie sur un bouton, la voiture vient me chercher. Donc c'est des choses qui sont commercialisées aujourd'hui, ça existe vraiment. Volvo, qui lui travaille sur un projet qui a déjà démontré un système de petits trains. Alors ça c'est aussi un grand classique de la science-fiction, c'est qu'on n'aurait plus d'autoroute, on serait dans des rails, sur des espèces de voitures qui seraient posées sur les rails, et comme ça on réglerait de façon définitive le problème des bouchons. Hein. Et donc c'est un système, les voitures est capable de communiquer. Alors c'est des voitures comme celle d'aujourd'hui, sauf que quand on est sur l'autoroute, et que la circulation est plus ou moins fluide, elle se cale automatiquement sur la voiture de devant, qui se cale sur celle qui est devant, et ça fait un petit train de voiture, plus de coups de frein intempestifs, et plus de bouchons. Ce serait beaucoup mieux que les 70 km sur l'autoroute. Alors j'insiste, je suis parisien et je suis arrivé en retard un peu à cause des 70 km sur l'autoroute. Donc ça c'est des choses qui existent aujourd'hui. Et puis, évidemment, quand on parle de voiture, il y a la fameuse Google Car, vous avez tous entendu parler de la Google Car, la voiture autonome. C'était dans Total Recall, le film, pour les amateurs de science-fiction. Total Recall, il y avait un taxi. On arrivait directement, le taxi était, je suis encore caché avec les taxis, si je dis des bêtises, mais le Total Recall, il y avait un taxi autonome, c'est-à-dire qu'on rentrait dans le taxi, on dit je veux aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et le taxi vous y emmenait automatiquement. Google propose ce service, la voiture existe, elle est fonctionnelle, elle est autorisée dans pas mal de régions et d'États aux États-Unis, en Amérique du Nord. Il y a des essais un peu partout, on a même vu ces voitures, ces types de voitures en Europe. Ça existe. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui pour qu'on ne les voit pas sur nos routes, ces voitures, c'est pour des raisons d'assurance. L'assureur ne peut pas assurer. Imaginez, il y a un accident avec ces voitures. Qui est responsable? C'est Google, c'est celui qui a acheté la voiture. Il y a des vrais problèmes à régler du point de vue assurance, mais ce n'est pas du tout un problème technologique. La voiture autonome, elle existe déjà. Donc on a rattrapé, quelque part, la science-fiction. En K2000, c'est la voiture qui parle. Moi j'ai une voiture toute seule, elle parle. Les robots androïdes, humanoïdes. Cette espèce de robot, on a vu les bras articulés tout à l'heure, c'est très joli, mais ce qui nous fait faire penser, c'est C3PO, c'est Terminator, des robots qui ressemblent à des hommes. Ça n'existe pas. Mais si, ça existe, ça existe, ça existe. Il y en a un qui s'appelle. C'est un robot, il s'appelle Pac-Man. Fabriqué par une société qui s'appelle Boston Physics. Et son rôle, son but de cette société, c'est de fabriquer un Terminator. Un robot autonome qui est capable. Là, alors vous ne vous rendez pas compte, vous êtes des scientifiques, vous allez comprendre, il est capable de s'auto-équilibrer. Ce qui est plus difficile sur les robots, pourquoi on a fait les bras articulés? C'est parce que marcher à 2 pieds, ça nous paraît complètement naturel, mais pour une machine, s'équilibrer et faire ce que je suis en train de faire, c'est mignon, parce que c'est dur. Et donc arriver à faire un robot qui est capable de tenir debout,
Et il y a même une autre vidéo assez intéressante où il marche sur des cailloux, il est capable de s'auto-équilibrer tout seul, même faire du funambule, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors pour le moment, Boston Dynamics travaillait pour l'armée, parce que l'idée c'était de plus envoyer des soldats, remplacer les soldats par des robots, comme souvent d'ailleurs, mais Boston Dynamics, vous savez peut-être entendu, a été racheté par Google. Google, celui qui faisait la voiture, vous savez, la voiture autonome. Et si Google rachète Boston Dynamics, c'est peut-être que demain, dans votre Gmail, vous pourrez commander un Terminator, et si vous avez une copine qui s'appelle Sarah Connor, et lui faire la fête, par exemple. Ce sera possible, peut-être bientôt, des applications civiles du fameux Batman de Boston Dynamics. Donc, on a réussi à aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait dans les... On a quasiment rattrapé la fiction. Il y a toujours quelque chose qui interpelle, c'est l'homme qui va aller dormir trop bien. Alors, je les ai classés par génération, il y a plusieurs générations dans la salle. Je ne me souviens pas forcément de Steve Austin, l'homme qui va être bien. D'autres un peu plus vieux, les trentenaires se souviennent de Robocop, un sequel, un remake qui revient dans quelques mois. Et puis, évidemment, les plus jeunes connaissent le fameux Iron Man, comme on disait Iron Man, comme maintenant, le fameux Iron Man. Donc, est-ce que c'est possible ça? Et oui, c'est possible. Steve Austin, Bionic 3, c'est une prothèse. Cette personne est amputée. Et la fameuse nouvelle prothèse qu'elle est capable de faire, c'est de récupérer le signal résiduel qui vient des muscles et de pouvoir commander ce bras articulé. Et c'est impressionnant parce qu'il est capable d'écrire, de prendre un œuf et de le casser, et directement en contrôlant sa pensée. Donc le bras bionique de Steve Austin, il n'y a pas besoin de ça existe vraiment. Robocop, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été, bon, je ne veux pas cette histoire qui est un peu sordide, mais en tout cas, il a plus de jambes, le pauvre. Les Japonais ont fait un exosquelette, avec un exosquelette qui justement permet aux hémiplégiques, aux paralysés, leur permet de marcher. Ça existe aussi. Il y a même une prothèse qui est capable de réagir complètement à la pensée, par la pensée, et donc on a des vidéos qui sont émouvantes, qui sont passionnantes, de personnes qui n'ont jamais connu la station debout, et qui peuvent se lever comme ça, et marcher, et donc pouvoir monter des escaliers, pouvoir se déplacer dans une maison comme vous et moi, parce que quand on a un fauteuil roulant, la vie n'est vraiment pas évidente. Avec ce type d'appareil, on arrive à faire des choses incroyables. Et puis, là, ça, vous savez évidemment que ça existe, parce que les militaires veulent absolument décupler la force de leurs soldats. Et donc, ils les mettent dans des exosquelettes. Alors, celui-ci pèse quand même 160 kg, l'engin. Ça s'appelle le Body Expander. Alors, Body Expander, on comprend, hein, c'est la gonflette, quoi. Le fameux Body Expander, il est capable de multiplier la force de la personne, du soldat, par 20. Donc, il faut soulever des charges beaucoup plus lourdes, mettre des coups de poing beaucoup plus rapidement, etc. C'est Pacific Rim en version réduite, cet appareil. Donc, vous voyez, hein, en matière de robotique, on a rattrapé et même parfois dépassé la science-fiction des années 70. Sauf que maintenant, ce qui est très intéressant, c'est une tendance qui moi, me tient énormément à cœur, c'est qu'on est entré dans l'ère des mobiles et d'Internet. Et avec les mobiles et Internet, on va dans une autre dimension. Et là, on laisse très 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 loin ce qui avait été imaginé par les spécialistes de la science-fiction. Je vais vous donner des exemples. Jusqu'ici, la technologie essayait de remplacer nos muscles. On l'a vu, hein, les Pac-Man et autres, la plupart des chercheurs et la plupart des gens qui faisaient l'anticipation pensaient à la technologie pour remplacer nos fonctions motrices. Donc on avait des voitures volantes, on avait des armures, des choses comme ça. Maintenant, la grande tendance, c'est non plus de remplacer nos muscles, mais de remplacer notre cerveau. Donc améliorer notre mémoire, améliorer notre capacité d'orientation, améliorer notre capacité à apprendre, nos fonctions cognitives. Quelques exemples. Aujourd'hui, pour la mémoire, pour l'aberration de la mémoire, on n'apprend plus les tables de multiplication, on ne connaît plus les numéros de téléphone, on ne connaît plus les adresses des gens, puisqu'on les a automatiquement sur son téléphone portable et sur son smartphone. Facebook, c'est un très très bon exemple. Quand j'étais petit et que j'allais en boîte de nuit, et oui, je suis allé en boîte de nuit, il fallait se battre pour avoir le numéro de téléphone de la personne. Alors même à l'époque, ils ne faisaient pas 10 chiffres, ils en faisaient 8, mais il fallait retenir 8 chiffres. Aujourd'hui, tu t'appelles comment, vas-y. Et on a le nom, et on a la peau que le problème est réglé. C'est formidable la technologie, ça permet de faire des choses, de simplifier beaucoup la vie. L'orientation, il y a énormément de couples qui se sont séparés, qui se sont battus, parce que la carte dans la voiture, c'était un vrai problème, la carte. Oui, mais tu m'as dit de tourner à gauche. Non, je t'ai pas dit de tourner à gauche, je t'ai dit de regarder à gauche. Non, avec les systèmes GPS aujourd'hui, on n'apprend plus les adresses, on ne se bat plus dans la voiture. C'est bonheur, c'est bonheur. Ensuite, le savoir, la façon d'apprendre. Alors, on est dans un endroit scientifique, je ne sais pas si c'est du professeur dans la salle,
Mais il y a 40 ans, le professeur de sciences, 70% de ce qu'il avait appris, il le restitue à ses élèves. Aujourd'hui, 80% de ce qu'il a appris est complètement obsolète. Et les 20% qui restent, on les trouve dans Wikipédia où ils sont à portée de main sur les différents écrans. Donc ça, il faut revoir complètement la façon d'apprendre quand on est dans un concept comme ça. On apprend les choses, et quelques années plus tard, elles sont complètement obsolètes, et les étudiants peuvent avoir quasiment le même niveau d'information que leur professeur. Ça suscite des questions, et ça change complètement notre fonction cognitive et notre relation au savoir. Donc ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des innovations sont en train d'essayer de plutôt jouer sur notre mémoire, nos fonctions cognitives, notre rapport à l'apprentissage. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de modifier. Et on est qu'au tout début. Ces petites applications dont je vous ai parlé, jusqu'ici, elles étaient soit sur l'ordinateur, soit dans un téléphone portable. La grande tendance en ce moment, c'est d'enlever, de sortir la technologie de ces outils, qui sont souvent un peu stationnaires, et de l'éclater pour la mettre dans des objets que l'on porte sur soi, la mettre dans les lunettes, la mettre dans une oreillette, la mettre sur un bracelet de montre, la mettre sur soi. C'est-à-dire que la technologie, ces innovations qu'on a vues, là, ces petites appliquettes qui changent notre vie de tous les jours, eh bien, elles seront complètement diffuses. C'est-à-dire qu'elles ne seront plus dans le téléphone, elles seront quelque part un peu partout. On aurait des capteurs, à la fois sur soi, mais dans les pièces, et l'informatique serait complètement diffusée. Les technologies, et ce rapport au savoir, ces fonctions cognitives des appareils, seraient éparpillées. Exemple, le premier exemple, c'est une société française qui s'appelle Netatmo, qui a présenté ce petit bracelet-là. Petit bracelet, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bracelet qui est capable d'analyser, c'est un capteur d'ensoleillement, et qui mesure l'UV, l'intensité du soleil, etc., et qui est capable de prévenir la personne, disant « tu t'exposes beaucoup trop au soleil, tu vas attraper un cancer, attention, il faudrait que peut-être tu mettes de la crème solaire avec un indice supérieur. » Ça, c'est ce que fait ce petit bracelet. Encore un exemple de capteur qu'on a sur soi. Ce qu'on connaît le plus, ce sont les fameux capteurs, les coachs personnels. Ce sont des petits bracelets qui sont capables de mesurer la fréquence cardiaque, très intéressant pour les sportifs, les gens qui font un effort musculaire pour savoir s'ils sont arrivés au bout de leur effort, pouvoir mesurer. Il y a des compteurs de pas, des indicateurs de GPS. Donc quand on fait du footing, ça permet de savoir si comment on évolue dans son entraînement. Ça permet aussi de compter les calories. Donc c'est vraiment la grande tendance en ce moment, ce sont ces espèces de coachs personnels. Je crois qu'il n'y a pas un fabricant d'outils high-tech qui n'a pas sorti ou qui ne va pas sortir son coach personnel, qui est même maintenant la grande tendance, c'est d'associer à une montre, parce qu'on se dit, bon, les gens ont déjà une montre. Donc si on rajoutait à la montre des fonctions d'analyse de sommeil, par exemple, pour savoir quand vous réveillez dans les meilleures phases, pas vous réveillez quand vous êtes en train de faire le rêve qui déchire, non, vous réveillez quand vous êtes un petit peu, quand vous êtes prêt. Bon, l'idée, c'est d'avoir cette technologie qui ne soit plus dans le téléphone portable, mais qui soit éclatée dans d'autres appareils. Donc, là où je veux en venir, et c'est ma conclusion, là où je veux en venir, c'est qu'on s'est souvent posé la question de « quand j'étais petit, j'imaginais le monde ». Stéphane disait tout à l'heure que la science-fiction préparait le monde de demain, et quand on était petit, notamment les quarantenaires, ils s'imaginaient qu'on serait dans un monde avec des voitures volantes, avec des robots partout, etc., et que les robots nous aideraient au quotidien. Et qu'ils sont déçus, ils pourraient être peut-être déçus de l'époque dans laquelle on vit, parce qu'on a plutôt des smartphones pour jouer à Fruit Ninja et autres. Mais ce que je vais essayer de leur expliquer, c'est que on n'a peut-être pas fabriqué des robots humanoïdes intelligents. On n'a pas. En revanche, on a pris l'intelligence des machines, via les mobiles et les petites applications qu'on a vues tout à l'heure, et bien cette intelligence-là, on a tendance à la mettre sur soi. Donc il y a une tendance en ce moment qui est de nous transformer quelque part en cyborg, sans même qu'on s'en rende compte, sans opération chirurgicale, sans greffe externe. Et ce n'est pas du tout ce qui avait été imaginé par Isaac Asimov, qui pensait plutôt qu'on allait nous greffer les choses, mais aujourd'hui on le fait de notre plein gré, on devient cyborg, parce qu'on intègre à l'intérieur de soi, d'abord sur son téléphone portable, ensuite sur les différents gadgets qu'on est en train de nous préparer, on intègre l'intelligence des machines à notre quotidien, à notre vécu, on devient des cyborgs, et en plus on est content.